Un nouveau décor pour votre plaisir, chers amis de Elvisa TV. Vous êtes bien sur votre chaîne de développement et c'est l'heure de faire le plein d'informations. Usage prolongé des écrans, conséquences sur la santé visuelle et moyens de prévention. On découvre ces informations utiles dans un instant. On découvre également dans cette édition une plante dont l'usage peut faciliter un procès ou des grandes réunions. C'est dans un instant, bien sûr. Et les informations hors de nos frontières sont évidemment au rendez-vous de ce soir. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Que ce soit à travers l'usage du téléphone portable, d'un ordinateur, d'un téléviseur ou bien d'autres appareils, le contact visuel avec l'écran est de nos jours quasi inévitable dans le quotidien, ce qui impacte considérablement la santé des yeux. Comment nos écrans agissent-ils sur la santé visuelle et comment prévenir? Élément de réponse dans cet élément. Aujourd'hui, alors que le monde du numérique connaît une évolution, les écrans sont devenus omniprésents dans notre quotidien à travers les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et la télévision. Ils s'imposent ainsi dans tous les secteurs d'activité comme un outil très indispensable. Que ce soit en milieu professionnel, familial ou autre, plusieurs passent de plus en plus de temps face aux écrans, ce qui transforme leur manière de communiquer et d'interagir. Alors, en tant que graphiste, je passe assez de temps au contact de l'écran, presque toute la journée, même la nuit. Je passe pratiquement entre 18-19 heures de temps par jour devant l'écran. Parce que le boulot exige, au fait. Devant un écran par jour, je passe au minimum 10 heures du temps. Même en dehors du travail, je passe également des heures devant l'écran. Si pour certaines personnes, le temps qu'ils passent devant leur écran est sans effet sur leur santé, chez d'autres, ce n'est pas sans conséquence. Cela peut provoquer parfois les maux de tête, parfois le vertige, parce que tout cela te revient en tête au fait. Tout est normal. Depuis près de 6 ans que je suis dans le métier, je n'ai pas encore ressenti une quelconque affectation sur ma santé. L'utilisation prolongée des écrans et la lumière bleue émise par ces appareils a de nombreuses répercussions sur la santé oculaire. On peut parler des troubles visuels tels que la myopie et également des rétinopathies. Il faut notifier que l'utilisation des écrans n'est pas la cause directe de ces problèmes, mais ça vient révéler un problème existant. Vu leur fréquence d'utilisation, il est important de prendre les dispositions afin de préserver ses yeux. Limiter le temps d'utilisation des écrans. Pour les professionnels, de prendre des pauses, une pause de 20 secondes après 20 à 30 minutes d'utilisation en fixant un objet de loin à au moins 5 mètres de leur position. Et il faut aussi qu'ils clignent volontairement les paupières. Et il faut qu'ils aient aussi des lunettes avec des filtres anti-lumière bleue afin de protéger leurs yeux et de prévenir d'autres troubles visuels liés à l'utilisation de ces écrans. Bien que les écrans soient devenus indispensables dans notre société moderne, il est important d'en réguler l'usage. En prenant conscience des risques et en appliquant les mesures préventives, nous pouvons profiter des avantages des technologies tout en préservant notre santé. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif représente une révolution puissante qui transforme la manière dont les enseignants et apprenants interagissent avec le savoir. Notre société avance petitement vers cette transformation et une équipe de votre rédaction s'est intéressée à ce sujet pour nous éclairer. Merci de regarder.
Dans un monde en perpétuelle évolution numérique, l'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui comme un levier de transformation majeur dans de nombreux secteurs. En Afrique et partout ailleurs, elle s'intègre progressivement dans le système éducatif et offre aux enseignants ainsi qu'aux apprenants une multitude de possibilités pour enrichir l'expérience éducative. L'intelligence artificielle apporte vraiment beaucoup d'améliorations dans plusieurs compartiments de l'éducation. Déjà, elle commence déjà par permettre aux élèves d'avoir un apprentissage beaucoup plus approprié, beaucoup plus adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves peuvent vraiment apprendre des cours, suivre des cours ou des formations en suivant leur rythme et compte tenu de leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, l'IA joue un rôle important dans tous les domaines. Et dans le domaine éducatif, il faut noter que l'IA permet aujourd'hui de dynamiser les activités administratives, aussi de mieux gérer les ressources d'apprentissage et d'avoir un certain nombre de documents ou d'informations à portée de main qui seront utiles aussi bien pour les enseignants que les élèves. Des outils et des plateformes de l'IA sont mis en place dans le système éducatif afin de faciliter l'accès à l'éducation. Il y a des outils, peut-être que je vais appeler des outils reconnus par l'État. Je ne parle pas forcément de l'État béninois, c'est des outils un peu partout en Afrique, mais par l'État, dont l'État donne vraiment les autorisations qu'il faut pour que ce soit intégré dans les universités ou dans les écoles. Et il y a des outils que des particuliers proposent et mettent à la disposition des écoles. Voilà, donc il y a énormément d'outils. Aujourd'hui, par exemple, il y a Coursera, où je peux suivre vraiment des cours, tous les cours que je veux en ligne, Khan Academy, Ubongo, qui est un chatbot en Tanzanie. Il y a également des outils qui vont permettre aux élèves d'avoir, c'est par exemple une banque d'épreuves, de pouvoir corriger directement les épreuves grâce à l'intelligence artificielle intégrée. Ils y ajoutent simplement une épreuve, ils ont le corrigé type de l'épreuve. Je pense beaucoup plus à Speed, qu'il est là tout de suite. L'intégration des outils de l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif suscite des inquiétudes en ce qui concerne son utilisation. L'usage excessif peut entraîner une rupture de la relation humaine entre l'enseignant et l'apprenant. Donc, faire usage de manière modérée permettra de consolider aussi bien l'apprentissage humain que l'apprentissage par l'IA. Lorsque vous n'avez pas une formation adéquate sur l'utilisation d'une intelligence artificielle, il n'y a pas moyen, vous allez tomber dans la dépendance. Mais il faut vraiment qu'ils soient sensibilisés, qu'on leur dise clairement comment est-ce qu'on utilise une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle doit pouvoir nous faire, qu'est-ce que nous-mêmes on doit pouvoir faire, ainsi de suite. Donc ça va être vraiment sensibilisationnel. Cependant, au-delà des risques que court son usage dans le secteur, l'IA restera un outil de complémentarité. L'IA, avant tout, va rester un outil complémentaire. Parce qu'il y a dans le processus de l'enseignement, dans le processus éducatif, il y a un aspect que l'IA ne peut pas régler. C'est l'aspect émotif, c'est l'aspect intentionnel, c'est l'aspect connexion qu'il doit avoir entre un enseignant et ses élèves, par exemple. L'enseignant, par exemple, grâce à des outils d'IA intégrés, il a la capacité de pouvoir vraiment suivre individuellement chacun de ses élèves, de savoir, voilà, c'est quoi leurs forces, c'est quoi leurs faiblesses, c'est quoi leurs défauts, où est-ce qu'ils ont des lacunes, quels sont les problèmes qu'ils ont, ainsi de suite. Parce que tous les élèves n'arrivent pas ou n'ont pas la capacité de pouvoir également l'exprimer aisément, par exemple, en classe et tout. L'intelligence artificielle est un atout pour l'éducation, mais il est important de rester vigilant dans son utilisation afin d'éviter qu'elle prenne la place de l'intelligence humaine. Je vous l'annonçais tantôt, l'Argemone mersicana est une plante que l'on côtoie régulièrement sans pour autant en connaître les vertus. Dans l'élément qui va suivre, un spécialiste nous renseigne sur la possibilité d'utiliser cette plante pour faciliter des procès ou des grandes réunions. Suivez plutôt. Nous expliquons juste le côté spirituel de la chose, de cette plante-là. C'est-à-dire, le Wecheyon, l'Argemone mersicana, ne peut pas aller à un procès pour échouer. Comment est-ce que nous utilisons cette feuille? Entre-temps, quand on va dans la famille, dans la belle famille, c'est-à-dire la famille de sa femme, nous, pour avoir le respect, pour demander la main, pour que les parents ne refusent pas,
nous utilisons cette feuille-là. Ça nous permet d'avoir raison. Même si nous n'avions pas raison, les jeunes pousses, les toutes nouvelles feuilles de cette plante accompagnées du petit cola et de 2 gousses de piment de Guinée peuvent faire que tout ce que nous allons dire au cours d'un procès ou au cours d'une affaire à traiter en famille ou entre amis, ça nous permet d'avoir raison. Même si nous n'avions pas raison, quelqu'un là va nous aider à trouver la raison. Suivez l'entièreté de cet entretien dans votre émission Au Naturel sur votre chaîne de développement. Les guépards participent pour la 5e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À cet effet, spécialistes et amateurs du ballon rond se prononcent sur la possibilité de l'équipe nationale de passer la phase des poules. On est tous contents d'une 5e qualification pour une phase finale de la Coupe des Nations. CAN Maroc 2025, c'est la 5e participation des guépards à une phase finale de la Coupe africaine des Nations. Et la ferveur est suscitée à tous les niveaux. Depuis plusieurs années aujourd'hui, on voit que le sport roi, qui est le football au Bénin, est en train de vraiment prendre. Et avec l'arrivée de l'entraîneur Ror, qui est en train de travailler véritablement pour asseoir une très bonne équipe des guépards. Avoir la prestation de nos guépards avant la qualification, ça promet. Et surtout, aujourd'hui, on a une jeune génération, il y a la cohésion et on a aussi le temps pour mieux voir aussi s'il y a des trous qu'il faut boucher, des jeunes joueurs qui vont renforcer l'équipe. Et je pense qu'on n'a pas peur. Si d'autres surestiment un peu trop les chances de qualification des guépards des phases de poule, pour d'autres, la modestie est de mise. Oui, je pense que le Bénin peut s'en sortir. Nous sommes logés dans un groupe de toutes les possibilités, accompagnés de gros morceaux du continent africain, le Sénégal et la RDC, qui sont 2 grosses nations de football africain. Le Sénégal déjà vainqueur de la compétition en 2021, la RD Congo 2 fois déjà vainqueur de cette compétition, même si le dernier sac remonte à une éternité en 1974. Et puis vous avez aussi un football méconnu, le Botswana, que beaucoup ne connaissent pas, mais qui est quand même pas venu comme ça à s'inviter aussi à la fête. Ça veut dire que c'est un adversaire à prendre au sérieux. Donc le Bénin est dans un groupe, pour moi, de toutes les possibilités où on a notre mot à dire, où on peut tout simplement déjouer les pronostics. Déjouer les pronostics, ce sera surtout ça notre objectif du côté du Maroc. Je pense qu'il est vraiment possible que le Bénin tire son épingle du jeu. Quand vous regardez déjà ce groupe, c'est un groupe équilibré et on a devant nous le Sénégal qui a gagné la CAN il y a 2 éditions. On a la RDC qui vient de finir 4e de la dernière CAN. Je pense qu'il nous faut une bonne préparation pour que le Bénin puisse se qualifier. Et moi j'ai l'espoir qu'en faisant une bonne préparation et surtout en étoffant un peu l'effectif, le Bénin va se qualifier pour le second tour. Mégalomane ou modeste, tous sont avec les guépards du Bénin et tous sont unanimes pour leur souhaiter bonne chance pour cette 5e phase finale de la CAN Maroc 2025. Nakim Nouanti nous amène à présent à l'international. Elle nous parle entre autres de la fermeture des bureaux de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Nous commençons par les États-Unis. Tous les bureaux de l'Agence américaine pour le développement international USAID, principal opérateur de l'aide au développement des États-Unis, vont fermer au plus tard ce vendredi 7 février 2025. Ce lundi 3 février, Elon Musk, chargé par Donald Trump de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, a annoncé la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international. La fermeture annoncée de l'USAID fait suite à un décret présidentiel pris par Donald Trump le 25 janvier 2025, gelant l'aide étrangère américaine pendant 90 jours, à l'exception d'Israël, de l'Égypte et l'aide alimentaire d'urgence. L'objectif affiché par le président est de réexaminer les programmes actuels, mettre au pas certains personnels qui agiraient au détriment des objectifs de politique étrangère du pays et réduire drastiquement les dépenses. Il faut notifier que l'USAID intervient dans 120 pays et est considéré comme le premier pourvoyeur de l'aide humanitaire dans le monde.
Autre nouvelle, situation à Goma en RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'un point de presse au siège des Nations Unies à New York, a appelé ce jeudi à un cessez-le-feu et à l'arrêt de l'escalade des violences dans l'est de la RDC. Il a noté que la situation humanitaire à Goma et dans ses environs est périlleuse. Des centaines de milliers de personnes sont en déplacement et de nombreux sites qui abritaient auparavant des personnes déplacées au nord de la ville ont été pillés, détruits ou abandonnés. Les établissements de santé sont débordés et d'autres services de base, notamment les écoles, l'eau, l'électricité, les lignes téléphoniques et l'Internet, sont sévèrement limités. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition et d'ici là, portez-vous bien en compagnie de vos proches.